Ces photos datent de 2008, date de la dernière vidange décennale du lac de la Forêt d'Orient. À l'époque, ces pales-planches avaient été posées en urgence pour rehausser le niveau du lac. Une opération improvisée pour donner une chance de survie au cheptel piscicole. Mais aujourd'hui, 17 ans plus tard, pas sûr que ces pales-planches suffisent. Nous sommes début novembre, la cote 121 vient d'être atteinte, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi nous sommes nombreux à nous inquiéter pour le cheptel piscicole du lac de la Forêt d'Orient. Mais avant d'exposer les raisons de nos inquiétudes, je me dois de présenter le lac à ceux et celles qui ne le connaissent encore pas. Orient, c'est 2300 hectares retenus par 5 digues. 200 millions de mètres cubes au service de l'homme. Un outil de gestion de l'eau à l'échelle nationale. Un canal pour l'amener, un autre pour la restituer. Une grosse machine à réguler la Seine. L'activité de pêche de loisirs n'est qu'une activité annexe au lac. Une convention d'usage entre la PPMA locale et le PTB, propriétaire du lac. Fin 2022, un arrêté préfectoral a été signé, validant un projet de travaux majeurs sur 3 de ces digues. Un projet colossal qui implique un abaissement du niveau exceptionnel. Un niveau critique qui sera maintenu pendant 6 semaines. Sur le papier, tout semble parfaitement maîtrisé. 25 millions d'euros investis, 33 mois de travaux, des tas de réunions. Pourtant, quand on pose quelques questions précises et notamment au sujet du plan de sauvegarde piscicole, les réponses deviennent floues. Personnellement, je trouve ça incroyable. Parce que ce cheptel piscicole, c'est pas n'importe lequel. Et même s'il ne devrait pas y avoir de classement concernant la valeur du vivant, la biomasse du lac de la Forêt d'Orient s'apparente à un trésor aux yeux des passionnés. On parle concrètement d'une population extraordinaire. Des carpes de plus de 40 kilos, des tas de brochets métrés, d'énormes perches, et je parle même pas des autres poissons. Un cheptel irremplaçable. Mais pas pour tout le monde. Parce que finalement, c'est cette option qui aura été retenue. Triste reflet de notre époque. Pourquoi préserver quand on peut remplacer? Sauf que là, messieurs, on parle pas d'un grille-pain. Actuellement, il reste une dizaine de poches d'eau, de 1 à 36 hectares. Et malheureusement, les poissons sont pas équitablement répartis. Et même si certains plans d'eau atteignent 2 à 3 mètres de profondeur, la moyenne reste très faible. À peine 80 cm d'eau. 135 hectares officiels. C'est déjà pas grand-chose. Mais au final, combien reste-t-il d'hectares réellement exploitables? Rien que ça suffit à nous inquiéter. Et même si certains se reposent sur le fait qu'en 2008, aucune mortalité n'a été constatée, beaucoup pensent que la situation n'est pas comparable. En 17 ans, la population de poissons a considérablement augmenté. Le dérèglement climatique, lui, nous a habitués à des hivers moins rigoureux. La population de cormorans s'est décuplée avec les années. Et les herbiers, comme un peu partout en France, ont colonisé presque l'ensemble du plan d'eau, provoquant inévitablement une augmentation du niveau de la vase, ce qui aura une influence sur le taux d'oxygène restant. 4 facteurs aggravants qui nous poussent à vouloir prendre plus de précautions. Sauf qu'aujourd'hui, prendre plus de précautions, ça veut aussi dire dépenser plus de pognon. Alors, je suis désolé, je vais pas pouvoir maintenir le rythme de la vidéo comme au début.
tout simplement parce que ça prend beaucoup de temps en fait de faire ce genre de montage, et hélas là, du temps on en manque. Donc pour mettre dans le contexte, moi ça va faire 1 an que j'ai été mis au parfum en fait de cette vidange, et pour être honnête avec vous, je voulais pas du tout m'en occuper. Bon, d'une parce que j'avais pas le temps, et surtout parce que je me trouvais pas la légitimité de m'intéresser à ça, tout simplement parce que je suis pas local, j'ai jamais cotisé à la PPMA du coin, enfin bon bref. Voilà, alors j'ai fini par le faire parce que il y a tout un tas d'acteurs locaux en fait qui voulaient, enfin, comment dire, parler de tout ça, mais on va appeler un chat, ils avaient peur des représailles. Donc voilà, c'est malheureux de le dire, je pose ça là, mais c'est la vérité. Bon. Donc, il y a quelques mois, j'ai commencé à envoyer des mails pour récolter des informations, parce que là, je fais une petite aparté, il y a des gens qui disent oui, n'écoutez pas ces gens qui râlent parce qu'ils ne savent rien et ils ont qu'à aller vérifier leurs infos à la source. Sachez messieurs que c'est la première chose qu'on a essayé de faire. Alors, on s'est réparti le boulot, on a contacté différentes, enfin, quasiment toutes les instances qui gravitent autour de ce chantier. Alors moi j'ai hérité du contact avec le PTB Seine-Grand Lac et la PPMA des Grands Lacs, même si j'ai eu vite fait la Fédé aussi par téléphone et le pisciculteur. Mais bon, soit. Je vais mettre en copie tous les échanges que j'ai eus. J'ai malheureusement pas les échanges en fait des copains. Il y a tout simplement parce que des fois on n'a pas tout en trace écrite. Et il y a aussi tout simplement des personnes qui nous ont demandé de ne pas échanger certaines informations. Donc malheureusement, il n'y aura pas tout, mais normalement, il y aura déjà de quoi se faire une opinion. Bon, je résume. On a eu donc plusieurs échanges. Au début, c'était très cordial, hein, très académique, je dirais. Mais quand on a commencé à demander un petit peu plus de précision, on s'est gentiment fait envoyer bouler. Enfin, gentiment, ça dépend des intervenants. Donc, vu que, sans surprise, on n'avait pas du tout de poids, on a essayé de contacter, on a contacté un ami qui avait un pédigré quand même un petit peu plus important, parce que cette personne est députée. Et donc voilà, il y a des courriers officiels qui ont été envoyés, il y a eu des questions précises qui ont été posées et tout. Et bon, c'est pareil, je résume, mais grosso modo, ça n'a pas changé grand-chose. On a eu quelques petites informations supplémentaires, mais c'était vraiment pas ouf. Alors désolé messieurs, mais on a vraiment essayé de faire les choses dans les règles, ou du moins dans vos règles. Et malheureusement, quand on voit ce qui a été mis en place depuis une dizaine de jours, et ben oui, ça suscite encore un petit peu plus d'inquiétude. Et quand on s'exprime sur le sujet, ben on trouve un petit peu déplacé en fait qu'on nous fasse passer pour des alarmistes et accessoirement pour des menteurs. Voilà. D'où ce format vidéo. Donc je vous invite tous à si vous avez un peu de temps, à regarder ce format vidéo en entier, à aller lire les copies des mails, à faire vos propres recherches, et ensuite à vous faire votre opinion. Voilà. Ce petit doc n'a pas pour but d'incriminer qui que ce soit, c'est juste en fait la conséquence de tout un tas de réactions de la part des gestionnaires, alors qu'on posait juste des questions et qu'on avait juste besoin d'être rassurés. Donc parlons maintenant un peu de concret. Ça fait environ 5 ans que ces instances sont au courant de ces travaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a eu une pêche de sauvegarde. Très bien. Ça a duré environ 3 jours. Ça a coûté un petit peu plus de 25 000 balles. Et moralité, ça a été... Bon, apparemment, c'était prévu, même si on ne l'avait pas vraiment formulé comme ça, mais ça s'est concentré sur les 2 petites poches d'eau qui sont de part et d'autre de la tour de restitution. Bon, alors c'est sûr, ça paraît ridicule, c'est des toutes petites poches d'eau par rapport au reste du lac, mais c'était nécessaire de le faire, parce que ces poches d'eau vont être vidées, elles vont être à sec, parce qu'il y a des travaux à faire à cet endroit-là, donc oui, il fallait sortir les poissons de là, sinon ils étaient voués à une mort certaine. Bon. Il se trouve que malheureusement, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. En gros, les 7 tonnes que je t'ai dit qui ont été pêchées hier, bah, ils n'ont pas été pêchés, c'est qu'ils ont été pêchés, mais remis dans l'eau directement. Le mec de la DDT, avec son arrêté préfectoral à la con, a interdit que le pisciculteur déplace les poissons. Donc en gros, ils sont restés devant la tour d'aspiration, ils ont tiré à gauche, à droite les 2 poches d'eau restantes, et ils ont rebasculé les poissons directement dans le lac. Alors, c'est vraiment dommage, parce que ce
pisciculteurs en fait avaient été mandatés depuis un certain moment et la distance à parcourir entre le lieu de pêche et le lieu de relâche, qui était le canal d'Amné, était quand même ridicule parce que à vol d'oiseau c'est 1,5 km. Alors pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Je sais pas, et d'ailleurs je vous pose la question. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, ça, ça nous met pas vraiment dans un climat de confiance. Surtout que si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était la partie du plan qui était la plus solide, quoi. Alors oui, quand on a vu par la suite dans les journaux des gros titres qui laissaient croire en fait que tout avait été mis en place et que tout était sous contrôle et qu'il fallait surtout pas s'inquiéter, bon, bah oui, ça a suscité un peu de grogne, et je suis désolé de vous dire, messieurs, que d'une part, c'était un peu prévisible, et en plus de ça, bah c'est légitime, en fait. Bon. Suite à ça, il y a eu un communiqué du président de l'APPMA du coin, qui a expliqué un petit peu plus comment ça s'était passé. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a notamment Enfin, il y a tout un tas de détails, en fait, qui sont intéressants. Et je vous invite à aller lire ce communiqué si vous voulez en savoir un peu plus sur cette pêche de sauvegarde. Alors, les oxygénateurs. Alors, officiellement, il y en aurait 4. Voilà, ils sont placés au pied de la tour de restitution, comme la plupart des moyens qui ont été mis en place, parce que c'est la zone la plus accessible. Voilà. Mais ça reste un petit sujet sensible, dans le sens où, déjà 4 pour ce qui reste comme flotte, ça fait pas beaucoup. Et là où c'est gênant, c'est que du coup, ils ne sont pas répartis dans toutes les pièces d'eau restantes. Alors, la raison, en tout cas qu'on nous a donnée, enfin, il y en a plusieurs. La première, c'est que les pièces d'eau sont inaccessibles et d'après certains, c'est même impossible de les rejoindre. Alors, ni par l'eau, bon, manque de bol, visiblement, la semaine dernière, c'était possible de naviguer sur les plans d'eau, donc c'est pareil, niveau confiance, c'est en chute libre. Et on nous a dit aussi que c'était absolument impossible d'aménager, parce que ça c'est un truc qu'on a suggéré, parce qu'on y a tous pensé, vu que ça fait 5 ans qu'ils sont au courant et que ça fait 5 ans, enfin que tous les ans le lac baisse, donc du coup ça donne une possibilité en fait d'aménager, de préparer des aménagements en fait pour les gros travaux. Et tout le monde s'est demandé pourquoi il n'y avait pas eu des chemins d'accès qui avaient été faits jusqu'à ces anciens étangs pour pouvoir mettre en place plus de moyens pour essayer de préserver le cheptel piscicole. Alors ça pouvait être des pêches de sauvegarde plus ciblées. Alors on ne parle pas de virer tous les poissons du lac, hein. Ça serait un chantier herculesque. On a bien conscience que c'est pas possible. Mais l'idée c'était de décompresser la masse piscicole en fait pour laisser plus de place aux poissons restants et donc plus d'oxygène. Bon bref. Donc on s'est demandé pourquoi voilà ça n'avait pas été tenté entre guillemets. Puis ça aurait permis éventuellement de faciliter des contrôles de l'eau, faciliter la pose de pontons pour mettre certaines infrastructures, ou tout simplement pour essayer d'être un petit peu plus efficace en fait pour lutter contre la menace aviaire et notamment les cormorans. Mais ça, on y reviendra après. Bon, quoi qu'il en soit, on nous a dit c'est impossible, il y a trop de vases, vous vous rendez pas compte, bref, vous savez pas. Oui, c'est vrai, on savait pas. C'est pour ça qu'on posait des questions. Il se trouve que la semaine dernière, pareil, on a vu des bulldozers, des dumpers, des pelles dans le lac en train de brasser des centaines de tonnes de vases. Bon, c'était pour rénover la mise à l'eau de je sais plus comment elle s'appelle, mais une grosse mise à l'eau pour faire un truc bien large pour qu'il y ait plusieurs bateaux qui puissent passer et tout. Donc là, je suis désolé, je vais prendre un énorme raccourci, mais si je comprends bien, donc c'est pas possible pour essayer de préserver le cheptel piscicole. Par contre, c'est possible pour faire une belle mise à l'eau. Ok, pas de souci. Voilà pour le sujet oxygénateur. Donc comme je vous ai dit, c'est un peu sensible. J'oublie des détails, je vais en oublier plein. Je suis obligé, sinon le format sera trop long, ça va durer 2h30 et personne ne va le regarder. Alors, vu qu'on parle d'oxygène, on va enchaîner avec les sondes qui ont été placées. Alors les sondes, donc c'est des capteurs qui sont reliés en direct avec les gestionnaires et qui envoient des infos précises en direct. Alors c'est super, ça de toute façon il en faut. Et a priori, je dis bien a priori, je marche sur des œufs, hein, toujours. Mais a priori, il y en aurait 2. Une placée dans le canal de restitution pour contrôler donc l'eau qui sort, et une directement dans le lac pour contrôler voilà notamment le taux d'oxygène dissous, voir s'il tombe pas en flèche, parce que si c'était le cas, pour éviter une mortalité massive, et le PTB remettrait de l'eau dans le lac pour faire un circuit d'eau en fait et ramener de l'oxygène. Bon, ça prendra un peu de temps fatalement, mais voilà, ça c'est la carte joker.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas où elles sont, ces sondes. Enfin, si. Donc pour ceux qui connaissent la Barse, qui est une petite rivière là, qui se jette donc à droite sur la vidéo, là où il y a le petit pont. Pour ceux qui connaissent vraiment bien, en gros, au niveau de la patte d'oie, là, il y a une espèce de haut fond de ouf qu'on peut pas distinguer, qui est sous l'eau bien évidemment, mais qui fait que l'eau, les deux zones se mélangent pas du tout à ce niveau-là, puisque le haut fond glisse au moins sur 50 à 70 mètres. Donc là, clairement, la sonde, elle est même pas 100 mètres en dessous de la rivière, côté rivière. Donc il n'y a pas eu le mélange d'eau encore, donc forcément les données ne peuvent être que malheureusement faussées. Voilà. Voilà, donc vous aurez compris que c'est quand même étrange en fait qu'elle ait été placée juste sous cette rivière qui est oxygénée. Bon, ça laisse libre à tout un tas d'interprétations, encore une fois. Donc on est en droit de se demander où est placée la sonde dans le lac. Parce que si elle est à côté de toutes les structures qui ont été installées, ça veut dire que du coup elle est à côté de la zone la plus oxygénée du lac. Ce qui voudrait dire que potentiellement, les relevés sont pas représentatifs en fait du reste du lac. Alors c'est hypothétique ce que je dis. Mais encore une fois, ça plus ça plus ça fait que on a de moins en moins confiance et que du coup... Ouais, pour ce qui est des canons effaroucheurs, donc il y a un canon au pied de la digue. Il pète un coup toutes les 30 minutes, et autant vous dire que tout le monde en a rien à branler, c'est en train de faire ripaille. J'ai filmé, c'est un carnage. Tu croirais des vues du ciel, tu croirais des chasses de thon, en fait, c'est les cormorans, les mouettes, les aigrettes et tout qui sont en train de tout défoncer. C'est ouf. Alors, encore une fois, là, on a un sujet qui est quand même relativement sensible, parce que le grand cormoran, qui représente du coup la plus grosse menace aviaire, là, ça fait un moment qu'il est dans le quartier. Ça fait un moment qu'ils sont plusieurs milliers, en fait, sur les lacs tous les hivers. Donc, en fait, il n'y a personne qui a été pris de court. On connaît bien cet oiseau, on sait qu'il est réputé dans le monde entier pour ses techniques de chasse, qu'il est redoutable, qu'il est gourmand, parce que tout ce qui... Déjà, il mange beaucoup de poissons par jour, mais en plus de ça, il blesse beaucoup de poissons, et puis il y a tous les autres poissons en fait qui stressent, notamment dans un cas de figure comme ça, où il y a une biomasse vraiment concentrée dans des poches d'eau, quoi. Donc on savait depuis le début que ce serait un vrai problème. Et quand on se renseigne un petit peu sur l'oiseau, on sait que beaucoup de gens ont des difficultés avec lui, et que, aujourd'hui, c'est quand même réputé qu'il n'y a pas de technique, a priori, qui fonctionne contre l'oiseau. La combinaison de plusieurs techniques, ça peut fonctionner sur une courte durée. Mais il n'y a pas un truc qui marche de fou, quoi. Et le canon effaroucheur, donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un gros pétard, qui va péter régulièrement pour faire peur aux oiseaux. Ça marche un temps. D'ailleurs, là, a priori, ça a marché au début. Les 2-3 premiers jours, les oiseaux sont partis sur les autres lacs. Mais en fait, très rapidement, l'oiseau s'habitue. Et ça le dérange plus du tout. Et donc, du coup, ça sert à rien, quoi. Enfin, à rien. À pas grand-chose. Surtout quand c'est placé à une extrémité du lac. Donc là, sans surprise, c'est au pied de la digue. Et que en plus, il n'y en a pas beaucoup. Parce que, si je dis pas de conneries, je crois que la PPMA a juste eu le droit à 2 canons effaroucheurs. Et encore pendant une durée limitée. Alors bon, à force d'insistance, a priori, le président a insisté, le président de la PPMA, pardon, a insisté pour avoir une durée plus longue d'utilisation de ces canons effaroucheurs, parce qu'au départ, ça devait être que pendant la pêche de sauvegarde. Après, ça a été étendu à 1 semaine. Bon, là, a priori, on y a droit jusqu'à fin décembre. C'est mieux que rien. Donc merci Monsieur le Président. Comme quand on insiste un petit peu, des fois ça, on obtient des trucs, quoi. N'empêche que, oui, il y a de grandes chances que ce soit pas assez. Et on n'est pas trop en confiance pour la suite, quoi. Parce que mine de rien, il reste quand même une paire de semaines. Affaire à suivre. Allez, je vais me dépêcher de terminer en soulevant un dernier point. Une option qui, en tout cas à nos yeux, nous paraissait peut-être la plus envisageable et la plus raisonnable, qui a été soufflée par certains acteurs locaux depuis un petit moment. Vous vous souvenez, j'ai parlé des pales planches au début. Et voilà. Pourquoi on n'a pas essayé de rehausser le niveau des pales planches pour essayer d'augmenter la surface d'eau restante, pour donner une chance
un petit peu plus de chance au cheptel piscicole en fait de survivre. Alors à ça, il fallait fatalement combiner un plan anti-cormoran efficace, enfin du moins le plus efficace possible. Mais voilà, on se pose la question pourquoi ça n'a pas été fait. Et on a fini par la poser cette question. Et on nous a répondu que en fait ils avaient plus le temps. Alors on veut bien comprendre que ça peut prendre du temps d'étudier les sols, que ça peut prendre du temps de faire les calculs nécessaires pour être sûr que ces pales planches puissent retenir un volume d'eau plus gros. Il n'y a pas de souci, ça on veut bien comprendre. Mais vous aviez 5 ans, non? Alors on n'a plus le temps. Celui-là, il passe moyen en fait. Sortez-vous de la tête qu'on fait ça par plaisir, qu'on a que ça à foutre. Parce que c'est pas vrai en fait. On n'a pas de crédit de vie à dépenser dans ce qu'on fait là actuellement. C'est pas notre taf, on ne devrait pas le faire. Alors toutes les instances là qui gravitent autour de tout ça, ça serait bien, déjà rien que ça serait vraiment bien, que vous arrêtiez de vous tirer dans les pattes et que vous marchiez vraiment main dans la main pour le vivant. Déjà ça serait super. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, en fait, votre crédibilité, dans les yeux du petit peuple, elle est en chute libre. On perd confiance en vous, concrètement. Donc, je terminerai par une petite requête. On a essayé de se mettre à votre place. Essayez à votre tour de vous mettre à la nôtre.